faire entrer, puis on attend un petit peu. Ouais. Bonjour. Bonjour à Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on voit pas grand monde, mais c'est pas grave. Il y a des gens. Est-ce que vous nous entendez? Leurs micros sont coupés, donc... Les micros sont coupés. Bonjour. 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 Vos micros sont tous coupés, là, pour l'instant. Pour l'instant, oui. Alors, je vais autoriser les micros. J'autorise le micro au fur et à mesure. Ah voilà, je crois que c'est bon maintenant. Ouais. Voilà. Alors, je vais autoriser le micro. Donc, on a entendu Monsieur Loret, je crois. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur enchanté. Loret. Après, je pense que certains d'entre vous ont coupé aussi le micro, donc c'est pour ça qu'on les entend Oui, parce pas. que Pavel, là, en fait, vous l'autorisez, mais ils peuvent être coupés, quoi. C'est juste qu'ils ont la possibilité de le Bien sûr, bien mettre sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, ce que je propose, c'est qu'on attende juste quelques minutes, pas trop longtemps, mais peut-être qu'il y a quelques personnes qui seront un petit peu en retard. En général, on attend 5 minutes et puis on démarre. Ouais. On démarre à 35, ça vous va? Parfait. Ça nous va. Attendre 3 minutes. Pour les gens qui nous ont rejoints, n'hésitez pas à vous signaler entre-temps si vous le souhaitez. On va parler de la pluie et du beau temps pendant 2 minutes. Il y a quelqu'un qui nous dit bonjour. C'est gentil. Madame Faïba. Le seul sujet interdit, c'est la politique, hein, le gouvernement. Ah non. Pitié. Non. Stop. Et on ne sait rien sur la réforme des retraites. Oui. On ne sait pas. On va répondre tout Pas de dans suite leur sur la petit papier. suspension de la réforme. On ne sait pas. On ne sait pas. Ouais, plein d'autres choses à voir sur ce sujet, sans parler des élucubrations actuelles. Très bien. Je regarde dehors, il pleut pas, je rentre à vélo ce soir, c'est très bien. Ah, c'est bien. Vous allez avoir un peu frais, mais il n'y aura pas de pluie, effectivement. C'est ça. Il fait pas chaud, hein. Oh, il suffit d'être équipé. Oui, tout à fait. Bon, moi, j'ai des choses qui se mettent dessus, là. Hop. Donc, on va bientôt démarrer. On est bientôt à 35. Et puis, il y a peut-être des gens qui nous rejoindront en cours de route. Qui vont nous rejoindre, oui. De toute façon, on enverra le deck, l'ensemble des slides à la suite de la réunion à tous les présents, afin que vous puissiez les relire et nous poser des questions éventuellement si vous en avez, en dehors de celles qui seront posées à la fin de la séance. Bon, je propose qu'on démarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Ça nous va. C'est parfait. Entendu. Bien. Très alors, bien. j'espère que tout le monde nous entend. Je me présente, je suis Emmanuel Mahé, je suis un des 2 directeurs du groupe Nexoris, qui est un groupe spécialisé dans l'intermédiation en prestations intellectuelles, historiquement dans le secteur de la finance, de la banque finance, de l'assurance, mais on tend à s'ouvrir sur d'autres secteurs aujourd'hui, et notamment dans le secteur de l'énergie et d'autres types de secteurs d'activité. Donc, le groupe Nexoris est constitué de plusieurs sociétés, dont Nexoris Portage Salarial, qui est l'une de ces sociétés. On a aussi Nexoris qui fournit ses services de prestations intellectuelles aux clients grands comptes.
qui permet de faire du portage commercial pour tous ceux qui ont besoin de travailler chez un grand compte et qui ne sont pas forcément référencés. Et nous avons aussi une plateforme de mise en relation, donc ça s'appelle appli.nexoris.com, et on pourra vous donner la référence par la suite si vous le souhaitez. Aujourd'hui, le sujet, c'est le portage salarial, donc on se reconcentre sur la société Nexoris Portage Salarial. On ne va pas vous parler des spécificités de cette société aujourd'hui. Vous pourrez échanger avec Pavel, qui est notre spécialiste du portage salarial en dehors de ce séminaire. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous permettre, pour ceux qui connaissent peut-être pas encore très bien le portage salarial, de mieux le comprendre dans une première partie. Et puis ensuite, dans une seconde partie, avec Valérie et Jérémy, un focus sur la retraite et les manières d'utiliser le portage salarial pour venir compléter, si nécessaire, des trimestres, par exemple, mais là, je laisserai encore les spécialistes en parler. Voilà, je vais vous donner la parole maintenant et nous allons commencer par Pavel sur la partie découverte du portage salarial. Bonjour à tous, je m'appelle Pavel Krasinski, donc je suis business manager au sein de Nexoris Portage Salarial et je vous présentais donc aujourd'hui la première partie dont venait de parler Emmanuel, qui concerne la présentation globale du portage salarial. Donc, qu'est-ce que le portage salarial? Très brièvement, parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais ce n'est pas le but. Je vais faire un focus rapide sur en fait, le cadre légal et ensuite sur la modalité pratique du portage. Donc, qu'est-ce que le portage salarial en France? C'est un statut hybride qui combine donc la liberté d'un travailleur indépendant avec la protection sociale du salarié. Donc concrètement, c'est une solution qui vous permettra de travailler en tant que freelance tout en restant salarié, donc avec un contrat de travail et avec un bulletin de paye mensuel. Ce portage salarial qui est en fin de compte une relation tripartite entre trois acteurs, qui est donc le consultant porté, qui réalise ses missions en autonomie professionnelle. Ensuite, entre le salarié porté et l'entreprise cliente, il y a la société de portage salarial qui va embaucher le salarié, qui va facturer ses clients, qui lui versera les salaires mensuellement et qui gérera toutes les formalités administratives liées à son activité. Et le troisième maillon, c'est l'entreprise cliente qui, elle, va commander la prestation, qui va la diriger, cette prestation, et qui va régler la société de portage. Donc concrètement, c'est elle qui va payer les factures qui vont être émises par la société de portage pour la prestation effectuée par le consultant. Comme évoqué tout à l'heure, donc le salarié porté bénéficie donc d'un contrat de travail qui peut être un CDI ou CDD, selon la nature de la mission. Et donc, ce salarié va bénéficier donc nécessairement de la sécurité sociale, donc de la couverture sociale complète, la couverture sociale maximale en France, à savoir le consultant va cotiser pour la retraite, pour l'assurance chômage. Il va bénéficier des congés payés. Il va également avoir un bénéfice de la mutuelle, par exemple, ou d'un contrat de prévoyance. En même temps, ce salarié va garder la liberté de choisir ses missions, ses clients et négocier directement ses tarifs. Donc, en plus de son expertise, le consultant porté doit avoir une certaine autonomie qui va lui permettre de négocier directement sa mission avec son client. La société de portage, elle, va prendre en charge toutes les démarches administratives
liées à l'activité du consultant, ce qui permettra au consultant porté de se concentrer sur son activité, sur son expertise. Et le consultant donc n'aura pas à gérer son activité du point de vue comptable ou fiscal. C'est sa société de portage salarial qui va s'en charger. Alors, maintenant, Je me permets juste, oui, Pavel, excuse-moi, juste si tu peux revenir pour préciser une chose. oui, Tout ça, c'est dans un cadre très sécurisé, puisque c'est dans le cadre du Code du travail, tout ça est codifié. Dans un certain nombre d'articles de loi, tu évoquais la partie autonomie. C'est un concept fondamental, hein. Les consultants en portage salarial sont réputés autonomes, et c'est pour ça que ça vous oblige quelque part à trouver vos missions vous-même. Mais en dehors de tout ça, c'est très très encadré, et donc ça vous confère un statut qui est quasiment équivalent à celui d'un salarié classique. La seule différence étant que votre salaire il va varier en fonction de vos prestations, de votre nombre de jours travaillés chaque mois et de votre taux de facturation. Mais en dehors de ces paramètres-là, tout est équivalent à un contrat de travail de salarié classique. Voilà. On ferme la parenthèse et je te laisse continuer. très bien. Donc maintenant, je vais parler de choses concrètes, hein, à savoir les chiffres. Et donc, c'est ça qui démontre un petit peu la réalité du portage salarial, parce que, en fin de compte, c'est le sujet crucial, central du portage salarial, c'est la rémunération du consultant. Donc là, on va parler sur un cas bien précis. On va prendre un exemple d'un chiffre d'affaires donc mensuel de 12 000 euros hors taxe, ce qui correspond par exemple à un TGM de 600 euros facturé sur 20 jours. Donc on a pris un mois, on va dire, lambda. Euh, la première opération qui va s'effectuer sur ce chiffre d'affaires qui est généré par le consultant porté, ça va être le prélèvement de frais de gestion. Ce sont nos honoraires, en fin de compte. C'est la commission d'un cabinet de portage salarial. Donc là, j'ai appliqué la moyenne qui est de 5%, donc ce qui correspond à 600 euros. Il va rester donc 11 400 euros que nous allons distribuer. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec cet argent? À quoi il sert? Donc, premièrement, on va partir d'une hypothèse que, par exemple, le consultant génère 400 euros de frais professionnels qu'on lui remboursera. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ça peut être de frais de repas, de frais de déplacement, achat de matériel informatique, etc. Et donc, ce qu'il faut savoir, que ces frais professionnels vous sont remboursés sous forme de note de frais. Et cette note de frais n'est pas soumise aux charges sociales. Elle est également exonérée d'imposition. Tout ça est donc codifié et clarifié par l'URSSAF. Donc, on arrive à un chiffre d'affaires de 11 000 euros qu'il faut donc transformer en votre rémunération entre trois catégories, on va dire, qui sont utilisées, donc à savoir le salaire, donc ça c'est l'élément central, et ensuite il faut aussi mentionner la réserve financière, donc c'est une réserve conventionnelle qui est propre à notre convention collective donc du portage salarial. Euh, donc c'est une sorte de provision qui est mise de côté tous les mois et elle a donc plusieurs vocations. Donc elle peut être soit transformée en salaire ultérieurement, soit également elle peut être utilisée pour rembourser vos frais professionnels ultérieurement. Elle sert aussi à financer l'indemnité de fin de contrat, donc par exemple de rupture conventionnelle ou d'un licenciement, par exemple, ce qui vous ouvre les droits à l'assurance chômage. Il ne faut pas oublier un élément important également, qui sont les congés payés, parce que en tant que salarié porté, vous avez donc un contrat de travail, vous êtes donc salarié, et donc par le Code du travail, vous avez droit, comme tout salarié en France, au congé payé au nombre de 25 jours par an pour une activité à temps complet. Une fois donc nous avons provisionné la réserve financière conventionnelle et les congés payés,
nous calculons donc les charges patronales, donc tout ce qui concerne donc l'assurance chômage, la cotisation pour la retraite, l'assurance maladie, la mutuelle, la prévoyance, toute autre charge et cotisations qui sont dues aux différents organismes sociaux, ce qui correspond à grosso modo 45% du salaire brut. On arrive donc au salaire brut de 6 688 euros, ce qui correspond pratiquement à 5 300 euros de salaire net avant impôt. Donc ça, c'est la rémunération nette mensuelle. Il ne faut pas oublier que, en plus de votre salaire net, vous percevez donc mensuellement le remboursement de la note de frais si vous générez des dépenses professionnelles en cours du mois. Et ensuite, il ne faut pas oublier également que la réserve conventionnelle et les provisions de congés payés vous sont restituées tôt ou tard une fois les cotisations et les charges payées. Donc, par exemple, la réserve conventionnelle peut être utilisée d'un mois à l'autre ou peut-être à la fin du contrat de travail, etc., en fonction de vos souhaits et en fonction de votre situation. Et ensuite, donc, les congés payés vous sont réglés lorsque vous partez en vacances, tout simplement. Vous avez ainsi le maintien de salaire pendant vos jours d'absence. Pour ce qu'il faut retenir là, c'est que globalement, le taux de restitution, c'est-à-dire que une fois nous avons fait toute la déduction, il vous reste environ 52% en salaire net avant impôt. Je vais Je me permets passer au juste de slide suivant. préciser, Oui, Pavel, je me permets juste de préciser Oui. sur les taux que tu viens d'annoncer. Ça, c'est Oui. sans optimisation. On ne va pas rentrer dans les optimisations possibles aujourd'hui, mais sachez que ces taux de restitution peuvent être optimisés dans le cadre d'un certain nombre d'avantages exonérés auxquels la société donne accès, comme par exemple, et je vais juste en citer un, l'épargne salariale. Donc qui permettent d'exonérer, enfin, d'avoir une partie de la rémunération exonérée de charges sociales. Je reviens juste aussi très rapidement sur la réserve conventionnelle. Tu as évoqué la rupture conventionnelle, donc une partie de la réserve conventionnelle qui est encadrée par la convention collective des salariés en portage salarial. Tu as parlé de rupture conventionnelle, donc de provision pour rupture conventionnelle ou de licenciement en fin de contrat. Je voulais juste préciser 2 points. Vous avez un contrat de travail en portage salarial. Ce contrat de travail n'est pas lié à une mission. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait passer d'un client à un autre de manière successive ou en parallèle sans changer de contrat de travail. Ce que je veux dire par là, c'est que le portage salarial ne s'arrête pas de fait avec l'arrêt d'une mission. Ça continue. Et ça peut continuer dans le cadre d'un intercontrat. Hein, vous pouvez ou avoir des vacances. Et c'est aussi pour ça que vous mettez de l'argent en réserve. La partie qui peut faire un tout petit peu peur dans ce qui a été dit, c'est le licenciement. Au grand Dieu, quand on est habitué à être salarié, un licenciement, en général, c'est parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. Dans le cadre du portage salarial, c'est juste un recours possible et qui est lié à votre autonomie. En tant que salarié en portage salarial, vous êtes autonome, donc censé trouver vos missions seul, ce qui veut dire que au bout d'un mois sans mission, il est possible d'avoir recours à un licenciement, ce qui permet d'avoir une exonération de charges sur les sommes payées dans le cadre de licenciement. Mais ce n'est pas un licenciement pour faute. Je te laisse continuer, Pavel. Merci donc Emmanuel pour cette précision. Peut-être on aura l'occasion encore d'en parler un petit peu plus tard. Alors, maintenant, je vais faire un focus particulier sur la souplesse du portage salarial. Alors, parce que, en fait, c'est ça qui va nous démontrer la flexibilité du dispositif. On va vous montrer encore les exemples chiffrés, comment peut se décomposer votre salaire brut. Là, je vais parler d'un premier cas de figure. Donc,
par rapport au slide précédent, donc j'évoquais qu'avec 12 000 euros de chiffre d'affaires, on peut prétendre à un salaire brut mensuel de 6 688 euros. Et donc, par exemple, ce salaire brut, il peut être décomposé de plusieurs manières. Et donc, la première, c'est par exemple, premièrement, on a un salaire brut de base, qui est une composante du salaire brut, et qui est donc un minimum légal. C'est une sorte pour faire simple, c'est une sorte de SMIC au portage salarial, qui est de 2 700 euros. C'est bien codifié dans la convention collective. Ensuite, ce qui va venir en complément, c'est la prime d'activité, c'est une sorte de variable d'ajustement, c'est le complément au salaire légal. Et donc, comme ça, on obtient le salaire brut global. La deuxième option, qui est un petit peu différente, c'est que on a la possibilité de verser tout le salaire brut de base, mais ça va nous enlever une liberté de mouvement. Je m'explique. Lorsque le salaire brut de base est très important, c'est là, par exemple, va vous avantager pour présenter entre guillemets, de belles fiches de paye pour financer, par exemple, une acquisition immobilière, pour obtenir un financement auprès de la banque, etc. En revanche, ça ne vous laissera aucune marge de manœuvre, par exemple, pour les frais professionnels supplémentaires. Je vais revenir un petit peu en arrière. Là, on a cet exemple de décomposition du chiffre d'affaires utilisé en portage salarial. Et donc, dans ces cas précis, lorsque, par exemple, nous avons un salaire brut de base qui équivaut au salaire brut maximal, ça veut dire que, par exemple, si vous avez un montant de frais professionnels qui est supérieur aux 400 euros, bah, ça voudrait dire que on ne pourra pas prendre en charge tout ce qui est supérieur à 400 euros. Parce que cette rigidité au niveau du bulletin de paye ne nous permettra pas de prendre en charge, par exemple, des frais professionnels supplémentaires. C'est pour ça il est important de comprendre cette mécanique-là. Ensuite, je vais vous montrer encore un autre exemple un peu différent. Donc, on part sur le salaire brut de base à 2 700 euros, qui est toujours le minimum légal. Et on décide qu'on ne verse rien de plus. Bah, ça veut dire tout simplement que le consultant, dans ce cas bien précis, il sera rémunéré au minimum légal. Donc, il va toucher son SMIC conventionnel au portage salarial. Et ensuite, tout le reste va rejoindre la réserve conventionnelle. Et qu'est-ce qui va se passer avec cet argent? Il peut l'utiliser pendant les périodes d'intercontrat pour avoir une rémunération. Ou bien, par exemple, il peut utiliser cet argent-là pour financer donc, une indemnité de départ en retraite. Ou il peut utiliser cet argent pour investir dans l'épargne salariale, plan d'épargne entreprise, plan d'épargne retraite. Il peut également, d'un mois à l'autre, générer un salaire plus important, parce que, par exemple, il a des dépenses plus importantes à un moment donné de l'année ou pendant une période de sa vie. Ou bien, il peut encore utiliser cet argent-là lors justement d'une rupture conventionnelle, etc. Donc, quel est l'intérêt en fait de laisser cet argent-là en réserve conventionnelle? En fait, tout simplement, lorsque cet argent-là est mis de côté, il n'y a aucun frottement fiscal, puisque donc les sommes qui sont en réserve sont provisionnées et donc à l'instant T ne génèrent pas de salaire. Donc, il n'y a pas d'imposition qui s'applique. Un autre cas de figure encore, et c'est là où le consultant porté décide arbitrairement, par exemple, de choisir un salaire brut cible de 5 700 euros. Ben, ça veut dire qu'il va toucher, bien évidemment, en salaire brut de base
sa rémunération conventionnelle. Ensuite, en prime d'activité, on va retrouver 3 000 € pour compléter le salaire brut. Et sur 6 688 € maximum que le consultant peut utiliser, il décide de mettre de côté 988 € qui donc vont s'ajouter à la réserve. Et donc, en fin de compte, cet exemple vous montre que le consultant, il a une grande liberté dans l'établissement au fait de sa rémunération parce que en fait, il va avoir en quelque sorte une rémunération plancher avec la rémunération conventionnelle SMIC du portage salarial, pour faire simple. Il peut également donc avoir une rémunération qui est donc plafond, et ce plafond, il est déterminé en fin de compte par sa facturation. Et également, il peut décider d'utiliser quelque chose entre les deux. Donc, c'est lui qui pilote en toute autonomie sa trésorerie. Donc, je fais juste Mhm. avant que tu passes. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vous qui décidez de votre salaire. On se met d'accord sur les paramètres maximaux au départ pour le contrat de travail. Et ensuite, à l'intérieur de ces paramètres, c'est vous qui décidez ce que vous voulez avoir chaque mois, sachant qu'un des intérêts de travailler avec Nexoris Portage, c'est qu'on utilise une plateforme qui vous permet, à vous, en tant que salarié, de décider chaque mois de votre salaire, de déterminer exactement le montant de votre salaire chaque mois, de façon totalement autonome. Et quand vous êtes satisfait du montant auquel vous arrivez, vous appuyez sur « Payez-moi » en haut et on vous paye. Voilà, je te laisse continuer. Très bien, merci Emmanuel. Donc là, nous avons listé quelques avantages en fait pour le consultant de recourir au portage salarial, et on met ça en perspective parce que globalement, un consultant freelance qui souhaite facturer, il a deux solutions en France. Soit il crée sa propre structure, soit il se fait porter par un cabinet spécialisé en portage salarial. Et donc, euh, pour résumer, le premier avantage pour le consultant de recourir au portage salarial, ça sera la couverture sociale d'un salarié, qui est donc aujourd'hui un niveau maximal de protection sociale en France. Et donc c'est un niveau qui est supérieur par rapport à une SASU, SARL, etc. Donc, c'est vraiment un statut qui protège au maximum le consultant qui souhaite travailler en mode freelance. C'est vrai en termes de Mhm, protection sociale, mais aussi de droit. Hein, je me permets d'intervenir parce qu'on mhm. nous dit souvent « Ah oui, mais je vais gagner plus d'argent en président de SASU ou en gérant de SARL. » Certes, mais c'est aussi parce que vous cotisez moins, notamment par exemple à Pôle emploi. Et donc, le jour où vous serez en intercontrat, vous aurez droit à rien. On l'a vu aussi pendant la période du Covid, c'était pas du tout les mêmes conditions pour les consultants en portage salarial qui ont perçu en fait 80% de leurs revenus classiques contre, je sais plus, 1000 ou 2000 euros. Je crois que c'était 1500 euros maximum pour les consultants SARL ou SASU. Donc, pour les autres options que le portage salarial, si vous envisagez les deux, regardez bien tout et comparez tout. Parce qu'au final, on a fait les comparatifs, et quand on prend vraiment tout en compte, ce que je viens d'évoquer, et aussi le fait que dans une société, vous allez dégager un bénéfice sur lequel vous avez payé de l'impôt sur les sociétés, si vous prenez tout ça en compte, vous apercevrez que finalement, on arrive à peu près à la même chose, et par contre, on a une protection sociale bien supérieure au global en portage salarial. Merci Emmanuel pour cette intervention qui précise un petit peu tous ces éléments-là. J'ajouterais aussi que lorsque vous travaillez en portage salarial, ça réduit significativement en fait vos tâches administratives. Par exemple, ceux qui connaissent bien le fonctionnement
en tant que SASU ou plus globalement en société, ils savent très bien que c'est assez chronophage. Donc, le portage, c'est aussi le confort, en fait, parce que ça vous fait gagner du temps, tout simplement. Et il y a un autre point important aussi, vous n'avez pas de décalage de trésorerie. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous attendez souvent 45, 60 jours, voire plus, pour se faire payer. En portage salarial, vous êtes payé régulièrement tous les mois. Et ça, c'est un point vraiment très important. Un autre point aussi qu'il faut mettre en perspective, c'est l'accompagnement. Parce que lorsque vous travaillez en portage salarial, vous êtes accompagné à chaque étape de votre portage, dès le début jusqu'à la fin de notre relation de travail. Et cet accompagnement, il est multiple en fait, parce que c'est un accompagnement qui est comptable, donc c'est nous qui gérons la facturation pour vous. Social, parce que nous gérons toute la partie liée au contrat de travail, au bulletin de paye, au paiement des cotisations, etc. Juridique également, surtout au niveau contractuel avec vos clients, que ce soit au niveau de la contractualisation du contrat de prestation de service, lors de la poursuite de la relation contractuelle au travers des annexes, des avenants, etc. Et à la fin du contrat, que ce soit la résiliation, etc. Donc, nous intervenons vraiment à chaque étape de votre activité et donc vous êtes accompagné et pour faire simple, on s'occupe de la grande partie des aspects qui sont liés à votre activité, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre mission, sur votre expertise. Un autre point qu'on n'a pas vraiment évoqué, qui mérite aussi une mention, c'est la gestion des frais professionnels. En fait, comme dans une société, vous avez la possibilité de déclarer vos frais de repas, vos frais de déplacement, vos frais je sais pas, par exemple, de formation, lorsque vous renouvelez votre matériel informatique, etc. Donc, cette gestion des frais, elle est avantageuse pour le consultant parce que c'est un peu le même principe que lorsque vous êtes entrepreneur. C'est considéré comme une charge. Donc, ces frais sont exonérés de charges sociales et d'impôts. À travers les exemples et les chiffrés que je vous ai montrés, ça vous montre aussi la flexibilité de la gestion de votre chiffre d'affaires, donc la flexibilité salariale. Concrètement, ça vous permet de moduler vos salaires sans impact fiscal. C'est un peu le même principe que l'assurance vie. Tant que l'argent n'est pas sorti au salaire, il n'y a pas d'impact fiscal. Et donc, au niveau de la gestion de la trésorerie, c'est la gestion des réserves qui est flexible également parce qu'elle vous permet d'utiliser donc votre trésorerie soit pour augmenter vos salaires, soit pour couvrir des périodes d'intercontrat. Ça vous permet également d'investir dans l'épargne salariale. Et là, il y a un focus particulier sur le plan d'épargne retraite qui vous permet aussi, c'est un outil de défiscalisation. Je pense que c'est Jérémy qui en parlera tout à l'heure. Aussi, financer par exemple votre départ en retraite ou financer la rupture de contrat de travail pour sécuriser vos droits à l'assurance chômage. Et pour continuer sur le sujet du chômage, le portage salarial vous permettra donc de constituer déjà premièrement vos droits au chômage et de conserver vos droits au chômage parce que en travaillant au portage salarial, vous rechargez également donc vos droits acquis. Je ne sais pas, Emmanuel, si tu veux intervenir sur ou peut-être ajouter quelque chose par rapport à ces éléments. Non, je pense que tu peux continuer. J'essaie de répondre en parallèle aux questions qui sont posées. D'accord, très bien. Donc maintenant, je vais évoquer avec vous donc, quelques points à garder en tête lorsque vous choisissez une société de portage salarial. Donc,
les points qui sont pas toujours évoqués lorsque vous échangez avec des cabinets de portage, c'est entre autres les modalités de paiement de votre salaire. C'est ça qui est important. Surtout, je dirais qu'il faudrait privilégier les sociétés qui vous versent intégralement le salaire en fin de mois ou en début du mois suivant la prestation. Parce que pour certaines sociétés, ce n'est pas automatique et lorsque vous n'avez pas cette garantie, il y a des sociétés de portage salarial qui vont attendre le règlement du client pour vous payer vous. Dans certains cas, cela implique le paiement de votre salaire au bout de 30, voire 60 jours après la prestation. Donc ça, c'est vraiment un point important parce que la trésorerie, c'est quand même un point, on va dire, central de l'activité d'un freelance, qu'il soit en société ou en portage salarial, c'est le même enjeu. Deuxièmement, vérifier ce que la société de portage salarial propose en termes d'optimisation. Pour une simple et bonne raison que sur le marché, il y a à peu près 300 sociétés de portage salarial en France aujourd'hui. Il y en a beaucoup quand même qui se contentent de transformer tout simplement votre chiffre d'affaires en salaire. Mais l'objectif quand même, c'est de le faire. Bien sûr, ça c'est notre travail quotidien. Mais aussi d'aller plus loin et de proposer des optimisations. Dans certains cas, c'est tout à fait légitime et envisageable. Et c'est pour ça, pour vous, ça va être important d'avoir le maximum d'outils pour justement pouvoir optimiser le chiffre d'affaires encaissé. Parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en moyenne, le taux de restitution moyen, ça va être 52%, quelque chose comme ça, sur la rémunération nette avant impôt. Mais le portage salarial bien optimisé peut atteindre le niveau de rémunération d'une entreprise. Et donc, concrètement, vous allez avoir un taux de restitution qui peut se situer autour de 60%, dans certains cas. Et entre autres, on peut atteindre ces objectifs, ces taux de restitution de 60%, par exemple, en utilisant la gestion optimisée de remboursement de notes de frais, en investissant dans l'épargne salariale, donc en utilisant peut-être aussi d'autres dispositifs qui peuvent être à disposition, donc des salariés portés proposés par leur société. Donc c'est très important de connaître la panoplie en fait ou la liste complète des dispositifs qui sont proposés. Il y a un autre point important également, c'est de savoir comment sont gérés les sujets liés à la fin du contrat. Pour une simple et bonne raison que il y a encore aujourd'hui des sociétés de portage salarial qui ne provisionnent pas la réserve conventionnelle, ce qui fait que à la fin de la mission, le consultant peut se retrouver avec une trésorerie qui est, disons-le, vidée, ce qui veut dire concrètement qu'il n'y a pas d'argent ou peut-être pas assez d'argent pour financer la fin de contrat. Et financer la fin de contrat, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas assez d'argent pour financer l'indemnité légale de fin de contrat, que ce soit un licenciement ou une rupture conventionnelle. Il n'y a tout simplement pas assez de trésorerie pour verser l'indemnité au consultant. Et ça veut dire que ces formes de rupture de contrat ne peuvent pas intervenir, auquel cas le consultant serait obligé de démissionner. Et derrière l'implication, elle est en fait la plus importante, c'est celle que le consultant ne peut pas prétendre à l'assurance chômage. Donc ce serait bien dommage de cotiser pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et ne pas pouvoir bénéficier, le cas échéant, de la couverture chômage
à la fin de votre période de portage. Il y a un autre point aussi important. Il y aura des sociétés de portage salarial que vous rencontrerez qui vont vous proposer des montages très alléchants, disons très rémunérateurs, qui vont vous proposer des taux de restitution qui alertent. Donc, typiquement, par exemple, ils vont vous dire qu'ils sont capables de vous restituer 70 ou 75% du chiffre d'affaires sous forme de rémunération diverses. Alors, ça peut cacher deux choses. Premièrement, ça veut dire que la rémunération sous forme de salaire va être très très faible. Elle va être limitée à la rémunération conventionnelle minimum. Et ensuite, le reste va être versé, par exemple, sous forme de dividendes ou ce genre de dispositif. Donc, ce qui veut dire que, en fait, le résultat financier il est intéressant. Par contre, du point de vue cotisation, chômage, retraite, etc., c'est vraiment une solution à éviter. Et deuxièmement, il y a des sociétés de portage aussi qui vous proposent des montages offshore, ce qui veut dire concrètement que votre argent va transiter par d'autres pays avec des fiscalités plus avantageuses, mais avec un risque aussi de redressement fiscal derrière. Donc, il faudra faire très attention à ce type de propositions. Alors, maintenant, je vais passer sur un autre sujet parce que c'est un sujet qui est intimement lié au portage salarial. Hein. Donc, c'est l'un des avantages du portage salarial, c'est de pouvoir recourir par la suite à l'assurance chômage en cas de besoin, ce qui n'est pas possible en étant indépendant à son compte. Et donc, concrètement, le portage salarial, donc c'est une relation de travail. Donc, il y a un contrat de travail et des bulletins de paye tous les mois. Dans le bulletin de paye, vous cotisez à l'assurance chômage. Et donc, cela vous ouvre les droits à en bénéficier en cas d'arrêt de mission et l'impossibilité, on va dire, temporaire de retrouver une autre mission ou un autre emploi. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, selon la législation en vigueur, il suffira de travailler en portage salarial pendant une période de 6 mois, donc plus précisément, c'est 910 heures d'activité, qui vous ouvre les droits à l'assurance chômage de percevoir une allocation chômage. De même, lorsque vous avez déjà les droits qui sont antérieurement acquis et vous reprenez un emploi en portage salarial, cela vous permet de recharger vos droits. Il est également possible de cumuler votre emploi en portage salarial avec l'allocation chômage. Bien évidemment, il ne faut pas que votre rémunération en portage salarial soit supérieure à votre allocation mensuelle. Ça, c'est un point très, très important. Donc, concrètement, deux solutions sont possibles. Soit lorsque votre rémunération dépasse votre montant d'allocation, à ce moment-là, le versement de l'allocation sera suspendu. Et lorsque vous exercez en portage salarial, comme vous avez pu le voir avec les exemples chiffrés que je vous ai montrés, il est possible aussi de vous faire rémunérer avec une rémunération donc conventionnelle minimale, ce qui fait que parfois il est donc possible de percevoir vos allocations et travailler en portage salarial et reporter en fait, donc mettre de côté dans la réserve financière de l'argent et pouvoir l'utiliser
lorsque votre période d'indemnisation va s'arrêter. Il y a aussi un autre point important, parce que la période de portage salarial, pour certains d'entre vous, sera une période tout simplement transitoire vers l'entrepreneuriat. Et en fait, pendant que vous travaillez au portage salarial, vous constituez vos droits à l'assurance chômage. Et lorsque vous décidez en tant que allocataire indemnisé de créer votre société, vous pouvez bénéficier de l'aide à la création d'entreprise, hein, donc soit sous forme d'indemnité qui est perçue soit en 2 fois ou sous forme d'indemnité ARE, ou bien vous pouvez également prétendre à une réduction des charges. Donc ça, c'est justement donc l'un des avantages du portage salarial qu'il vous permettra de faire une transition, moi j'appelle ça une transition douce vers l'entrepreneuriat, parce que vous aurez donc ces filets de sécurité, cette aide avec, lorsque vous vous lancez, c'est France Travail qui va vous aider, soit à constituer la trésorerie, soit à obtenir des réductions des charges grâce à votre période de portage salarial. Il y a aussi un autre point qui est important. Lorsque vous travaillez en portage salarial, on peut faire en sorte à ce que vous ayez des rémunérations qui vous permettront par la suite d'éviter la dégressivité, parce que, comme vous le savez, il y a maintenant, depuis quelques années, donc une dégressivité des droits. Pour ceux qui restent au chômage plus que 6 mois. Une précision importante, ce dispositif de dégressivité ne s'applique pas aux allocataires qui ont plus de 57 ans, exactement. Donc voilà, je voulais faire ce petit focus sur le chômage parce que c'est un sujet qui est vraiment étroitement lié au dispositif du portage salarial. Maintenant, je vais laisser la parole à donc, Valérie et Jérémy du cabinet Impacto Conseil. Ce sont nos spécialistes de la retraite. Et eux, ils vont nous parler justement euh, de la retraite et des liens potentiels qu'il y a avec le portage salarial. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc, on va essayer d'être assez concis pour respecter le timing qu'on s'était donné. Pour se présenter, donc Valérie, qui est consultante pour Impacto Conseil, donc on est 2 dans la société, donc une société à taille très humaine. On prend les dossiers vraiment à cœur et on passe du temps dessus et on a beaucoup de proximité avec les clients. Donc Valérie qui a fait toute sa carrière sur le domaine de la retraite et moi qui interviens donc sur des formations ou même en master droit de la santé, parcours santé, travail, protection sociale. Et puis, on fait tous les 2 donc les bilans retraite et assistance à la liquidation. Ce qu'on propose, c'est un diagnostic donc de votre carrière, une stratégie vraiment la stratégie de fin de carrière et c'est vraiment important, notamment pour le portage. Pavel en parlait tout à l'heure sur comment optimiser. Donc, il y a un cadre et comment optimiser. Et donc, bon, je dis fin de carrière, mais ça peut être la carrière en général. Donc voilà. Pavel, est-ce que vous pouvez... Oui. Voilà. Merci. Alors, le sujet de la retraite, bon, on en entend parler tous les jours à la télé parce que c'est un gros poste de dépenses pour l'État. Et ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que aujourd'hui, le patrimoine des Français, en grande partie, quand on arrive à l'âge de la retraite, c'est ce qu'on appelle le patrimoine social et c'est ni plus ni moins que la retraite. À 64 ans, donc qui est l'âge légal aujourd'hui
pour les personnes qui sont nées à compter de 68, on a une espérance de vie de plus de 20 ans, même voire plus de 25 ans. Et cette espérance de vie, bonne nouvelle, tend à augmenter. Donc, si je prends l'exemple d'un foyer avec une personne qui touche 2 500 € donc à la retraite et une autre 1 500 €, ça représente un total de plus d'1 million sur 20 ans. Donc, c'est pour ça que le sujet de la retraite est un sujet vraiment important. Alors, le système français, on vous a fait une petite pyramide avec la partie obligatoire, donc la retraite de base, retraite complémentaire. Donc, pour les salariés, la retraite de base, ça va être l'assurance retraite, la CNAV, aussi appelée CARSAT quand c'est en région, et la retraite complémentaire, donc pour les salariés, ça va être l'Agirc-Arrco. Et à côté de ça, au niveau facultatif, donc on peut mettre des choses en capitalisation, donc soit sur de l'épargne d'entreprise, de l'épargne individuelle, mais aussi, alors j'ai mis immobilier parce que c'est un socle quand même important. Si on n'a plus de crédit quand on arrive à la retraite, c'est quand même un point important. Et c'est vrai que le portage a aussi des avantages par rapport à ça, puisqu'on a des fiches de paye et c'est plus facile d'emprunter en portage que si on est en indépendant. Bien que ce soit possible, bien sûr, en indépendant. Et dernière chose sur ce sujet, alors bien sûr, c'est un système par répartition. Alors, je dis bien sûr parce qu'on en entend beaucoup parler, c'est-à-dire que les actifs financent les retraités de la même année, et c'est tout le problème actuel, c'est qu'il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités, et qu'en plus de ça, ces retraités vivent plus longtemps, ce qui est bien, mais coûteux. Alors, comment dire, une retraite, quand je dis généreux, c'est pas forcément, ça peut être mal perçu. En tout cas, on touche quand même des retraites substantielles, mais au prix de cotisations qui sont très, très élevées, puisqu'on est à 28% du salaire brut. Donc, si vous avez un salaire brut de 5 000 €, vous voyez, ça représente quand même des sommes importantes. Valérie va nous expliquer le calcul de la retraite de base. Alors, le calcul de la retraite de base, donc on a dit, CARSAT, CNAV, c'est la même chose, régime général. On va chercher un SAM, c'est le salaire annuel moyen de vos 25 meilleures années. En CNAV, on cotise exclusivement dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Donc, on va tenir compte de tous vos revenus perçus en CNAV, en SSI ou en MSA. Ces revenus sont revalorisés et on détermine donc la moyenne, le salaire annuel moyen de votre qui va être pris en compte pour le calcul. Ensuite, on va déterminer un taux. Le taux maximum en régime de base, c'est 50%. On acquiert ce taux soit lorsqu'on a atteint l'âge d'ouverture des droits et le nombre de trimestres requis en fonction de notre année de naissance, soit quand on a atteint l'âge du taux plein automatique qui est fixé à 67 ans. Si on n'a pas atteint les trimestres requis, on a une décote qui va être appliquée sur ce taux. Et le taux le plus bas est fixé à 37,5%. Donc, vous voyez, ça peut faire une grosse descente par rapport au taux normal. Ensuite, on applique un coefficient de proratisation. En fait, on va tenir compte des trimestres que vous avez acquis, et on va diviser par le nombre de trimestres qui vous sont demandés. Le maximum étant 1, c'est-à-dire que si on vous demande 172 trimestres et que vous en avez acquis 180, on va tenir compte seulement de 172 trimestres, pas plus. On va, donc là, toutes ça multiplié par le taux, multiplié par le coefficient de proratisation, va vous permettre d'obtenir le montant de votre retraite de base. À ça va pouvoir s'ajouter une majoration si vous avez élevé 3 enfants au moins. Chaque parent a le droit à une majoration de 10%. Si vous avez travaillé plus que si vous avez continué à travailler après avoir atteint l'âge d'ouverture des droits et que vous avez atteint le nombre de trimestres requis, à ce moment-là, le système va vous appliquer une surcote. La surcote étant fixée à 1,25% par trimestre civil effectué à partir de ce moment-là. Donc, on augmente et cette cote n'est pas plafonnée.
C'est-à-dire que vous pouvez atteindre 64 ans, 172 trimestres, par exemple pour la génération 68, continuer à travailler jusqu'à 70 ans, puisque vous avez la possibilité de le faire. En tout cas, votre employeur ne peut pas se séparer de vous avant, ou alors ce sera un licenciement. Et donc, cette surcote va s'appliquer jusqu'à ce que vous continuiez, tant que vous continuerez à travailler. Donc, on vous a mis un petit exemple avec un SAM moyen, un SAM déterminé à... Bon, c'est pas grave. Excusez-moi. Un SAM qui est porté à 25 000 €. On est sur une personne qui a un taux plein appliqué avec le coefficient, donc comme je vous disais tout à l'heure, 180 trimestres sur 172, mais on applique le coefficient à 1. Cette personne a 3 enfants et a travaillé un petit peu plus longtemps, 8 trimestres. Donc, du coup, elle se retrouve avec une retraite annuelle brute de 15 125 €. Ensuite, on a le régime complémentaire Agirc-Arrco. Le régime complémentaire Agirc-Arrco, lui, il est calculé en points, c'est-à-dire que quand vous cotisez, les cotisations qui sont versées au régime sont transformées en points. Lorsque vous partez à la retraite, on prend le total de vos points, qu'on multiplie par le taux de liquidation. Donc, si vous avez eu un taux plein en CNAV, vous aurez un taux plein en Agirc-Arrco. Par contre, si vous avez une décote appliquée en CNAV, vous aurez également une décote qui sera appliquée en Agirc-Arrco. Et la décote est à 1,25 aussi par trimestre manquant. Une fois qu'on a appliqué ce taux de liquidation, on applique la valeur du point à l'instant T, c'est-à-dire à l'année de la liquidation. Elle change cette valeur tous les ans. En 2025, elle est à 1,4386 € le point. Donc là encore, on a multiplié le nombre de points par le taux de liquidation par la valeur du point. On pourra ajouter une majoration pour les enfants si on a élevé 3 enfants. Là aussi, ce sont chacun des parents qui vont bénéficier de cette majoration. Si au moment de votre départ en retraite, vous avez encore un enfant à charge, quand on dit un enfant à charge, c'est un enfant à charge fiscalement, donc jusqu'à ses 25 ans, on va avoir une majoration de 5% tant que l'enfant est à charge. Par contre, ces majorations enfants sont plafonnées, donc à 2 367 € en 2025, et elles sont soumises à imposition, et ce depuis 2012. Il n'y a pas de surcote en régime complémentaire, tout simplement parce qu'en Agirc-Arrco, on va vous calculer des points jusqu'à la veille de votre départ en retraite. Donc, la surcote ne se justifie pas. Donc, on a pris l'exemple de Jean qui avait acquis 5 000 points, multiplié donc comme il avait son taux plein, multiplié par 1, multiplié par la valeur de points, et il se retrouve avec une retraite de 7 193 € annuels bruts. Voilà pour la partie retraite complémentaire. Donc, les deux s'additionnent, bien sûr. Donc, comme on l'a vu, les deux, c'est des retraites par répartition, même si parfois on peut avoir l'impression que l'Agirc-Arrco, comme c'est des points, on pourrait avoir l'impression que c'est une somme. C'est juste des modes de calcul qui sont différents. Ça reste un système par répartition pour les deux. Alors, l'âge légal, c'est l'âge qui correspond. Donc, c'est l'âge à partir duquel on peut partir en retraite. Donc, on va avoir un calendrier différé en fonction de son année de naissance suite à la réforme des retraites de 2023. Par contre, si par exemple vous n'avez pas tous vos trimestres, imaginons que vous êtes né en 68, vous avez 64 ans et vous avez 150 trimestres, vous pouvez partir en retraite. Comme Valérie l'a montré, il peut avoir donc des décotes s'il nous manque des trimestres. Il y a l'âge du taux plein automatique qui est à 67 ans, c'est-à-dire que peu importe le nombre de trimestres que vous avez, à 67 ans, pour la formule, vous aurez donc le taux plein. Il y aura toujours ce coefficient qu'on a vu sur la première slide de durée d'assurance, mais par contre, vous aurez le taux plein automatique à 67 ans. Il existe aussi des cas dérogatoires comme la carrière longue, mais aussi le départ pour incapacité. Il existe plusieurs dispositifs dérogatoires. Valérie. Pardon. Donc, on a parlé de trimestres en régime de base tout à l'heure et de points en régime Agirc-Arrco.
tout au long de votre carrière, de votre activité, ce n'est pas la durée d'activité qui valide les trimestres, mais le montant du salaire, enfin le salaire que vous avez perçu. Depuis 2013, ce sont 150 fois le SMIC horaire qui valide un trimestre. Donc, et ça, le SMIC horaire change, enfin, change tous les ans. Donc, cette année, en 2025, il suffit de percevoir 1 782 € bruts pour valider un trimestre, soit 7 128 € pour obtenir 4 trimestres en 2025. Alors évidemment, on ne va pas se dire j'ai mes 7128, j'ai mes trimestres, j'arrête de travailler. Parce que rappelez-vous, on a dit qu'on travaillait, on calculait également votre retraite sur les 25 meilleures années. Donc il faut continuer effectivement à percevoir des salaires. Et par contre, en CNAV, on obtient 4 trimestres maximum par année civile. On pourra voir sur un relevé de carrière des périodes avec plus de trimestres, mais on ne retiendra que 4 trimestres. Pourquoi plus de trimestres? Parce que on a dans notre parcours, on peut croiser des périodes de maladie, maternité, accident de travail. Dès lors que vous avez été en arrêt 60 jours consécutifs, vous obtenez un trimestre. De même, lorsque vous êtes en invalidité, si vous avez le versement d'une pension d'invalidité, 3 versements sur un trimestre valide un trimestre. Le chômage indemnisé, 50 jours d'indemnisation valide un trimestre. Le chômage non indemnisé peut, dans certains cas, valider des trimestres. Et le service militaire, pour ceux qui l'auraient fait, 90 jours d'incorporation valide un trimestre. Donc, vous voyez, on peut très bien avoir au cours d'une année notre revenu, une période de maladie ou de maternité ou d'accident de travail. On va avoir des trimestres correspondants, mais du coup, notre salaire a déjà couvert largement les 4 trimestres. Ils vont être inscrits, ces trimestres, mais ça s'arrêtera là. Idem pour le chômage, etc. Alors justement, comment peut-on améliorer tout ça? Puisque quand vous allez sur le site Info Retraite, vous allez avoir votre relevé de carrière qu'on appelle le RIS, où où vont figurer donc vos emplois, vos points, les trimestres. Il va figurer donc pas mal de choses. Alors déjà, nous, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle une reconstitution de carrière, c'est-à-dire que on va aller voir s'il y a des erreurs, donc des anomalies sur le relevé de carrière, voir s'il manque pas des points, parce que parfois on a des périodes pour la base, mais pas pour la complémentaire, et inversement. Bon, il peut manquer le service militaire, il peut manquer les trimestres pour enfants, puisqu'on peut avoir 8 trimestres par enfant. Par exemple, si vous avez travaillé à l'étranger, il va avoir dans très peu de cas vos périodes à l'étranger. Également, justement, les points d'amélioration, c'est sur la stratégie de carrière, effectivement. Si vous êtes indépendant, est-ce que vous êtes en SASU, en EURL, en entreprise individuelle, ou est-ce que vous faites du portage? Je pense à ça notamment par rapport au chômage. Quid de l'indemnisation chômage? Combien de temps je vais être indemnisé? Combien ça va me donner de trimestres? Combien ça va me donner de points? Bon, il y a beaucoup de sujets d'optimisation. Pareil, choisir la bonne date de départ, que ce soit pour les trimestres, pour la fiscalité, pour les droits. Est-ce que je peux cumuler mes revenus, est-ce que je peux cumuler un emploi et la retraite? Et si je peux, est-ce que je vais être dans un cadre limité ou libéralisé? Donc, ça ne va pas être les mêmes règles et les mêmes droits qui peuvent en découler. Est-ce que en fin de carrière, je peux opter pour une retraite progressive? Donc, la retraite progressive vient d'être un peu modifiée, puisque maintenant, elle est accessible à partir de 60 ans, alors qu'avant, c'était 2 ans avant l'âge légal. Ça, c'est depuis le 1er septembre. Pour les gens qui ont, je vais dire, la chance d'avoir des points tranche C, parce qu'il fallait déjà très bien gagner sa vie avant 2016, il y a des règles particulières. Est-ce que je débloque, est-ce que je liquide les points en tranche C à la même date ou pas? Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Pavel parlait justement du choix de sa rémunération. Donc, imaginez que vous partiez sur du portage. Quel salaire m'octroyer, justement, avec justement cette optique retraite?
Comme je vous disais, est-ce que je choisis une SASU, etc. Enfin, il y a pas mal de sujets. Pareil, au niveau rachat de trimestre, est-ce que j'ai intérêt à racheter des trimestres? Donc là, vous allez me dire, mais oui, mais ça, on peut regarder, on peut faire un calcul et regarder en combien de temps je retombe sur mes pieds. Donc ça, on va en parler juste après, mais il n'y a pas que le retour sur investissement qui va être pris en compte. Je vais en reparler juste après. Et aussi l'optimisation par rapport à l'épargne retraite qui peut être ouverte en portage salarial, mais qu'on peut aussi avoir par rapport à ses précédents emplois ou même sur un PER individuel, par exemple. Alors, on va parler de 3 sujets un tout petit peu plus longuement, on va dire. Alors, le rachat de trimestre. Alors, si vous me demandez, est-ce que c'est intéressant de racheter des trimestres? Donc là, ma réponse, ça va être une réponse de Normand, donc ça dépend. Pour certains, c'est absolument inutile et ça ne rapporte rien. Donc là, vraiment, on vous déconseille de le faire. Et d'ailleurs, même l'assurance retraite vous dirait de ne pas le faire, hein, malgré tout, si vraiment il n'y a aucun droit qui en découle. Par contre, parfois, c'est un peu à nuancer. Alors, dans certains cas, ça va être très rentable. Dans d'autres, ça ne va pas être du tout rentable. Donc, Pavel, sur la slide d'après, j'ai pris 2 exemples. Mhm. Alors non, ce que je voulais vous dire aussi, c'est par rapport au coût comment dire, du trimestre, ça va dépendre de plusieurs facteurs. C'est la slide d'après, Pavel. Voilà, ça va dépendre de 3 facteurs, donc l'âge, les revenus et l'option choisie, puisqu'on va avoir 2 options, soit l'option 1 où on travaille que sur le taux, ou soit l'option 2 où on travaille sur le taux et la durée d'assurance. Il faudra se référer à la première slide que Valérie avait présentée pour mieux comprendre. Donc 2 taux, donc l'option 1 est un peu moins efficace, on va dire, mais coûte moins cher, et l'option 2, là, c'est toute option qui coûte plus cher. Alors, la grande majorité des rachats sont faits quand même en option 1, notamment parce que ça va compter aussi pour comment dire, la retraite complémentaire. Puisque quand on fait en option 1, ça va compter pour le taux pour la retraite de base, mais aussi pour la retraite complémentaire. C'est l'intérêt de l'option 1, en fait. Elle est un peu moins chère, mais si on n'a plus de décote, je vous l'ai dit tout à l'heure, en CNAV, on n'a plus de décote en Agir Carco. Mais c'est, voilà. Exactement. Pavel? Voilà, donc 2 exemples. Un exemple où le fait de racheter 12 trimestres donc, coûtait 48 660 €. Avant la déduction, la personne était à 41% de tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire le taux d'imposition sur ses derniers revenus. Et donc, dans ce cadre-là, après la déduction, le rachat coûtait 28 709 €. Le retour sur investissement, 71 mois, donc soit un peu moins de 6 ans. Donc, ça reste quand même rentable. Pour quelqu'un qui part à 64 ans, ça veut dire que à 60, est-ce que je veux dire une bêtise? À 71 ans, ouais, 71 ans, à partir de là, c'est rentable. Donc là, dans ce cadre-là, c'était rentable. Dans le cas en dessous, là, le retour sur investissement, 480 mois, donc 40 ans. Enfin, un peu plus de 40 ans. Donc là, on déconseille fortement. Il y a un vrai pilotage justement pour la fin de carrière avec le chômage justement et les rachats de trimestres, puisque l'allocation chômage s'arrête à partir du moment où, enfin, là je raccourcis fortement, mais en tout cas, si vous avez l'âge légal et le taux plein, potentiellement votre indemnisation va s'arrêter. Et donc, si vous avez racheté des trimestres, potentiellement vous passez à côté de droits chômage qui peuvent donner donc des trimestres, des points, potentiellement une indemnisation chômage plus importante que votre retraite. Donc, c'est vraiment un point à prendre en compte dans sa décision. Bien sûr, nous, on vous aide sur ce point. Alors justement, Pavel nous parlait du fait de ne pas forcément transformer l'intégralité du chiffre d'affaires en salaire. Quel intérêt on peut voir à cette technique? Ça peut être justement d'allonger un petit peu sa période d'emploi pour éventuellement justement cotiser une année supplémentaire. Alors, comme Valérie l'a dit, si on cotise que sur 7 200 €, on va dire, ça ne va pas être très positif dans le salaire annuel moyen, mais en tout cas, on va valider 4 trimestres, alors que 4 trimestres coûtent très cher à racheter. Tout ça pour vous dire que ça, c'est vraiment
un point important, donc le fait de piloter la transformation du chiffre d'affaires en rémunération et en prenant vraiment sa situation propre pour évaluer justement la pertinence d'une rémunération plutôt qu'une autre. Et puis, on le disait justement par rapport au chômage, on peut avoir donc des trimestres par rapport au chômage indemnisé et des trimestres aussi par rapport au chômage non indemnisé, et même des points complémentaires aussi pour le chômage indemnisé. Donc, c'est quelque chose à piloter. Alors, le troisième focus, alors le PER, donc quand vous êtes en portage, vous avez la possibilité dans certaines sociétés de portage de faire de l'abondement, par exemple, sur un PER collectif. Et donc là, pour 1 000 euros versés, donc là, on a comment dire, un comparatif entre je verse 1 000 euros, combien j'ai sur mon PER collectif. Donc là, vous versez 1 000 euros, vous avez 903 euros si vous n'êtes pas soumis au forfait social. Alors que si vous aviez fait la même chose en salaire, ben là, on serait à 386. Et là, on parle après impôt. Alors bien sûr, sur le PER, c'est une somme qui est mobilisée, hein, qui est comment dire, bloquée jusqu'à la retraite. Même si sur le PER collectif, on peut avoir des cas de sortie comme la résidence principale qui peut être intéressant pour le cadre, par exemple, de ce versement de l'abondement. Après, vous avez aussi la possibilité, en fonction de vos revenus, comment dire, d'optimiser. Si vous avez une tranche marginale importante juste avant la retraite, vous allez peut-être verser sur un PER individuel pour baisser un petit peu votre fiscalité et puis augmenter vos droits, sachant que comment dire, le déblocage sera potentiellement moins imposé, encore une fois, en fonction de votre situation propre. Voilà, donc si vous avez des questions sur la retraite, à vous de nous dire. On a été assez vite pour respecter le timing, donc je comprends que ça soit un petit peu dense, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez mettre le micro. Donc là, je vois Jean-François Lauré qui lève la main, donc vous pouvez prendre la parole. Oui, merci. J'avais une question à propos du cumul emploi-retraite, parce que je serai dans ce cas à partir du 1er novembre. J'avais vu qu'il y avait un délai de carence à respecter avant de retravailler pour une même entreprise, enfin pour mon ancien employeur, un délai de 6 mois. Est-ce que vous me confirmez que si je passe par le portage salarial, officiellement mon employeur ne serait pas mon employeur précédent et je peux échapper à cette règle Tout à fait. de délai de carence, même si mon client final, dans le cadre des prestations, sera mon précédent employeur. Sur votre fiche de paye, il y a marqué le nom de la Le nom de société votre employeur. portage, donc, Oui, pas de souci. D'accord, très bien. Alors, tout en sachant que vous aurez le taux plein ou... Oui, complètement, oui. Ah, enfin bon, en tout cas, pour répondre à votre question, c'est oui. Il n'y a D'accord. pas de souci. Et excusez-moi, encore une question. Dans le cadre du cumul emploi-retraite, est-ce que le salaire minimal, si je suis en portage salarial, doit s'appliquer? Parce que moi, j'ai pas de problème de salaire minimal. Je toucherai ma retraite, en fait. Est-ce qu'on est obligé d'appliquer cette règle d'un salaire minimal ou est-ce que... Alors là, c'est plutôt une question pour Emmanuel. Excusez-moi, j'étais en train de répondre. Ah, alors, J'étais en train de répondre que moi, vous pourriez répondre aux questions spécifiques Oui, tout à la à fait. retraite. Oui, j'ai vu passer Ouais. j'ai vu passer. Vous Alors, disiez, pardon? Oui, Non, allez-y. je repose ma question. Dans le cadre de l'emploi, du cumul emploi-retraite, je n'ai pas de souci de salaire minimal. Donc, est-ce qu'on est obligé de respecter cette règle de salaire minimum légal, puisque Alors, j'aurais déjà été en retraite? il est conventionnel, effectivement. Donc, enfin, Pavel, je me réfère à toi, mais il y a un minimum à respecter. Après, on peut jouer sur le nombre de jours effectivement travaillés. Bon, enfin, on en reparlera le Alors, moment venu, mais oui, mais Non, globalement, mais en c'est une fait, bonne juste question. pour compléter, d'après ce que je comprends, donc Jean-François, il a une situation où il part à la retraite avec taux plein, auquel cas, il n'est pas impacté par le cumul emploi-retraite, c'est-à-dire qu'il va percevoir sa pension donc de base et complémentaire intégralement, tout en percevant une rémunération avec un cabinet de portage.
Et donc, ici, il sera pas limité. Donc, il n'y aura pas Non, besoin de... Pavel, là, la euh, question c'était l'inverse, c'était est-ce que il pouvait se payer moins, mais ce que disait Emmanuel et ce que je comprends, c'est que la Il convention y a la s'applique à tout le convention. monde, que vous soyez en cumul emploi-retraite ou pas, oui, le cadre légal reste le même. Mais on peut en donc, discuter, Monsieur Loret, parce Oui, que ouais, je pense qu'on peut, on peut lisser oui, voilà, il y a potentiellement peut-être en une fonction logique. Ok. des congés, etc. Et donc arriver à ce que vous vous rémunériez en dessous du minimum conventionnel si c'est votre souhait. En fait, je Monsieur, n'ai pas maîtrisé les missions qui me seront confiées, donc je ne peux pas garantir Monsieur un Loret, je volume voulais d'activité. juste Oui. vous préciser une petite chose, Monsieur Loret. En étant en retraite, dès que vous reprenez une activité, vous devez informer vos Oui. caisses de retraite, hein, c'est obligatoire, en Oui. leur faisant, voilà, en leur disant où vous travaillez, le revenu et enfin le nom de la société, le revenu, etc. C'est juste une information, mais c'est obligatoire. Eux vérifieront que vous êtes éligible, évidemment, et puis du coup, bah, vous allez vous reconstituer de nouveaux droits à une nouvelle retraite que vous pourrez liquider. Bon, c'est pas Byzance, hein. Suspension de Sauf, la réforme. on a dit qu'on n'en parlait pas. C'est la Bon, règle d'aujourd'hui. Mais merci pour vos réponses. Merci. avec plaisir. Est-ce qu'il y a deux personnes qui auraient des questions? Visiblement, non. Ok. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que nous serons tous à la disposition des différentes personnes qui ont participé, éventuellement d'autres, pour répondre à des questions plus spécifiques. Donc, le deck va être partagé, Pavel, avec les coordonnées de chacun afin que vous puissiez nous contacter en fonction des sujets. tout à fait. Donc, Avec plaisir. dans la documentation qu'on va vous adresser, vous aurez aussi bien les coordonnées de notre cabinet de portage et d'Impacto Conseil. Donc, si vous souhaitez des informations complémentaires sur la retraite, voilà, n'hésitez pas. Avec plaisir. Merci à tous. S'il n'y a pas Bonne soirée à tous. d'autres Merci à questions, vous. bonne D'autres soirée à questions? tous. Merci. Bonne Merci, soirée bonsoir. Bonne soirée Merci. à et à vous. bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.